Jeudi 9 avril, bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres. Dernier jour en principauté pour le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce matin, Alain Berset a poursuivi sa visite officielle au collège Charles III pour parler démocratie avec des lycéens. Et hasard du calendrier, il a ensuite participé à la traditionnelle conférence diplomatique du département des relations extérieures. Riche moment d'échange avec les acteurs de la diplomatie monégasque. Nous reviendrons sur tous les temps forts de la matinée et vous entendrez le secrétaire général qui nous a accordé une interview spéciale. Dans ce journal également, nous irons du côté de la place du Palais, d'où est parti l'Olympian Clean-up ce matin. La grande marche de ramassage des déchets à laquelle ont participé le prince souverain et une cinquantaine d'élèves de Monaco et de Beau-Soleil. Nous prendrons ensuite la direction de Paris. Le peloton motocycliste des Carabiniers du Prince participe à un nouveau stage avec la garde républicaine française. Thème de la formation, le carrousel mixte. On vous explique tout dans quelques minutes. Et puis nous finirons sur du sport. Nouvelle victoire pour la SM Basket face à l'Asvel hier en Euroleague. Les playoffs se rapprochent. Le résumé de la soirée à la fin de ce JT. C'est le dossier de ce journal. Alain Berset, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, était donc en visite officielle à Monaco durant 2 jours. Une visite organisée en amont de la présidence monégasque du comité des ministres qui débutera dans un peu plus d'1 mois, le 15 mai prochain. Avant de recevoir Alain Berset, retour sur cette visite avec Alexandra Pani. C'est historique. Pour la première fois depuis son adhésion en novembre 2004, la principauté de Monaco présidera le comité des ministres du Conseil de l'Europe à partir du 15 mai et ce pour une durée de 6 mois. Il s'agit de l'organe exécutif où siègent les ministres des Affaires étrangères des 46 États membres ainsi que leurs délégués. Le secrétaire général de l'organisation, Alain Berset, s'est justement rendu en principauté pour une première visite officielle ces 8 et 9 avril, l'occasion de préparer et échanger avec les hautes autorités monégasques en amont de cette présidence. Je voudrais revenir à la parole du prince Régnier III lorsque Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe en 2004. Il avait dit « Monaco rejoint sa famille naturelle ». Et donc je crois que c'est tout un symbole puisque la principauté, depuis son adhésion, a toujours marqué son attachement aux valeurs du Conseil de l'Europe et les a toujours défendues tout au long de ces années où nous sommes devenus membres du Conseil de l'Europe. Il y a une relation de confiance, je crois, qui s'est instaurée entre le Conseil de l'Europe et la Principauté. Et donc, à l'occasion de notre présidence, nous avons à cœur de réaffirmer et de défendre ces grands principes. Alain Berset a pu en premier lieu rencontrer le prince Albert II pour une audience d'une 30aine de minutes au Palais Princier autour des grands enjeux européens et en particulier la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit qui constituent les 3 piliers de l'action du Conseil de l'Europe. Ils ont également mis en lumière les priorités de la principauté dans ces domaines. À la suite de cet échange, il a été décoré dans l'ordre de Saint-Charles au rang de commandeur par le souverain. Le secrétaire général a également pu échanger autour de ces mêmes thématiques avec les ambassadeurs de la principauté réunis à l'occasion de la traditionnelle conférence diplomatique, mais aussi du président du Conseil national et du secrétaire d'État à la justice. Le Conseil de l'Europe, c'est un endroit qui défend des positions par ses conventions, qui soutient une Cour européenne des droits de l'homme qui guide l'évolution du droit monégasque et de nos institutions. Monaco est fortement attaché à la Cour européenne des droits de l'homme, à sa jurisprudence, mais aussi à toutes les conventions que la principauté a signées et les comités d'évaluation. Les conventions du Conseil de l'Europe sont régulièrement réévaluées dans chaque pays et Monaco, comme les autres pays, doivent se soumettre à cet exercice d'évaluation et à chaque fois, ça nous permet d'améliorer nos dispositifs législatifs, nos dispositifs pratiques pour faire face à telle ou telle particularité, tel événement ou tel fléau, puisque ces conventions sont les règles, je dirais, minimales pour mieux lutter, mieux protéger, mieux prévenir telle ou telle menace. On parle de terrorisme, on parle de violence intrafamiliale, on parle de cybercriminalité, on parle de blanchiment d'argent, on parle de toute une série de sujets qui concernent tous les pays et qui concernent la vie des pays, dont Monaco.
Cette visite officielle s'est conclue avec une conférence de presse conjointe qui avait pour ambition de présenter les priorités de la présidence monégasque, le sport, la protection des droits de l'enfant, la lutte contre les violences à l'égard des femmes, la protection des droits de l'homme ou encore la lutte contre la criminalité organisée. Le logo officiel de la présidence a également été dévoilé. Alain Berset a souligné dans son discours la richesse de ces échanges durant ces 2 jours et a exprimé l'importance de la présidence monégasque à ce moment complexe de l'histoire au regard des valeurs que porte la principauté. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Monaco Info en marge de votre visite. Une visite importante pour préparer la prise de fonction du pays. Quels enseignements tirez-vous de ces 2 journées passées en principauté ? Bon, d'abord, j'étais très honoré de l'accueil qui a été réservé à la délégation du Conseil de l'Europe et à moi-même ici durant ces 2 jours. Un accueil très chaleureux, très engagé. On sent vraiment un pays qui est tourné avec toutes ses forces vers la présidence et ça va me faire beaucoup de plaisir et donner beaucoup de courage de pouvoir travailler sous cette présidence. Donc c'est un élément essentiel, à un moment essentiel pour le continent. Nous voyons les crises se multiplier, beaucoup d'instabilité un peu partout. Et dans ces moments-là, nous devons non seulement réaffirmer la valeur de ce que fait le Conseil de l'Europe et des valeurs européennes, mais y travailler pour avoir, dans le fond, un impact concret pour les gens qui vivent sur le continent européen. C'est ça que nous faisons. Et je crois que sous la présidence monégasque, eh bien, on va pouvoir faire du très bon travail. D'après les priorités qu'a choisi Monaco à la tête du comité, comment, selon vous, se dessine cette présidence ? Comment la pressentez-vous ? Elle se dessine comme étant très proche des gens, des préoccupations. Vous savez, par exemple, mettre comme priorité la lutte contre la violence faite aux femmes, à un moment où le cadre juridique existe, mais où de facto les violences domestiques augmentent dans beaucoup d'endroits, eh bien, c'est non seulement un acte courageux, mais nécessaire. Et l'engagement de Monaco pour cette cause est en fait essentiel. C'est complètement aligné à ce que fait le Conseil de l'Europe, et c'est un élément très concret de la présidence. L'engagement aussi pour les enfants. Vous savez, les enfants, et notamment l'accès des enfants à la justice, ou la manière dont les enfants sont intégrés dans les procédures judiciaires, souvent, dans le fond, n'est pas encore au niveau où elle devrait être. Et nous devons travailler sur ce plan-là. C'est une des priorités monégasques également. Sans oublier le sport. C'est une grande tradition ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements sportifs majeurs qui se déroulent à Monaco. Encore aujourd'hui avec le tennis. Pour ma part, je suis très fan d'athlétisme. Donc je suis aussi toujours le meeting, naturellement, qui aura lieu au mois de juillet cette année, je crois. Et la priorité autour du sport nous rappelle que le sport est non seulement une école de vie, comme on le dit souvent, mais c'est aussi, dans le fond, un domaine dans lequel on fonctionne autour de règles, autour du respect, autour du dialogue plutôt que des coups, en fait. Et c'est essentiel de rappeler que c'est pas pour le sport seulement, c'est là qu'on l'apprend, mais c'est aussi, bien sûr, pour la vie en société en général. Et c'est évidemment, ou ce devrait être évidemment valable aussi dans les relations entre États. Quelle est la priorité, le sujet numéro 1 sur lequel vous allez travailler dès le 15 mai ? Bon, ça va être autour de ces questions-là. Il y a une ministérielle, donc rencontre ministérielle des ministres de la Justice qui aura lieu en été. On aura effectivement ensuite, en novembre, ici à Monaco, la rencontre ministérielle pour le sport. Et ça se prépare longtemps à l'avance, parce que c'est un gros travail. On espère avoir une participation très élevée. Le Conseil de l'Europe et Monaco ont, dans ce cadre-là, vraiment une valeur ajoutée très forte. Et il faut travailler très tôt à l'organisation de ces événements. C'est pas seulement se rencontrer, ces événements. C'est de préparer un résultat concret et positif. Et je me réjouis beaucoup, une fois que la présidence aura été prise, de pouvoir y travailler avec Monaco. Monsieur le secrétaire général, pour conclure, on ne peut pas ne pas évoquer l'actualité brûlante du moment. Quel regard portez-vous sur le contexte international actuel très tendu et comment s'adapte le Conseil de l'Europe à cette situation ? Nous vivons probablement un temps de rupture. Vous savez, ça arrive rarement dans un siècle. Il y a peut-être eu, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et la fin, il y a eu la chute du mur de Berlin, et peut-être que nous vivons aujourd'hui une rupture de cette qualité, de cette force-là. Et si c'est le cas, et je crois fondamentalement que c'est le cas, alors nous devons nous adapter. Ce ne sont pas des moments où on peut simplement regretter le temps passé ou vouloir revenir au temps passé. Ce sont des moments où il faut pouvoir s'adapter. Et si l'on souhaite pouvoir s'engager fortement pour la démocratie, pour l'état de droit et les droits humains, il faut s'adapter à cette nouvelle donne. C'est une donne caractérisée par des crises,
multiples qui se renforcent les unes les autres. Sur le plan géopolitique et de la sécurité, c'est quand même très évident, avec l'Iran, ce matin le Liban, ou hier, qui a été attaqué brutalement. On a l'impression d'un monde où les règles ne valent plus rien. Et à côté de cela, les évolutions technologiques massives, qui ont des conséquences très importantes sur notre vie quotidienne, mais aussi sur l'expression de la démocratie. Le fait d'avoir beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à savoir si une information est vraie ou fausse, de ne plus pouvoir le différencier bientôt, nous invite à développer de nouveaux outils pour le faire et de manière à protéger la démocratie et le débat. Ce sont des éléments essentiels et je crois que le Conseil de l'Europe est très bien préparé et très bien équipé pour cela. Nous avons une organisation qui a une très longue histoire et ce n'est pas une organisation, le Conseil de l'Europe, qui a été fondée pour les périodes de beau temps, pour les périodes faciles. C'est une organisation qui a été fondée sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été fondée sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale par les ennemis de hier. Je veux dire, la Convention européenne des droits de l'homme, signée le 4 novembre 1950 à Rome, 1950, c'est 5 ans après 1945. Dans les signataires, les premiers signataires au bas de ce texte, il y a la France, l'Allemagne et l'Italie. Ça dit à peu près tout. Ça dit à peu près tout. Cette force-là, cette vision-là, c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui, et le Conseil de l'Europe, sous la présidence monégasque, est l'organisation qui peut le faire. Merci beaucoup Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup de votre invitation. Voilà pour cette entrevue réalisée plus tôt dans la matinée avec le secrétaire général qui a commencé sa journée ce matin par une autre rencontre, un peu moins formelle mais tout aussi sérieuse, avec la jeunesse monégasque. Alain Berset s'est en effet rendu au collège Charles III pour échanger avec des lycéens de la Principauté. Le thème choisi était celui de la place des jeunes dans la démocratie. Christina Petit-Homel et Loïc Marage ont assisté aux échanges. Renforcer la place des jeunes dans la démocratie, c'était le thème d'une rencontre organisée ce matin au Collège Charles III en présence d'Alain Berset. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe a remis les prix aux lauréats d'un concours consacré à la participation des jeunes dans la vie démocratique. Plus de 40 élèves issus du lycée Albert Ier et du lycée FNB y ont participé en rédigeant un discours sur le rôle de leur génération dans la préservation de la démocratie en Europe. Démocratie, ça veut dire le peuple a le pouvoir, donc pour moi ça me semble évident que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Clairement, les jeunes font partie de la société, donc c'est le futur du monde. Donc pour moi c'est juste, ça tombe sous le sens que la démocratie c'est pas quelque chose à négliger et qu'il faut en prendre soin. Quelques jeunes sont ensuite montés sur scène pour partager leurs réflexions et leurs préoccupations face aux défis actuels, crise climatique, conflits internationaux, essor de l'intelligence artificielle ou encore désinformation. La préoccupation de la jeunesse aujourd'hui, ce serait d'avoir un très bon avenir, pouvoir compter sur cette démocratie, pouvoir compter sur la liberté qu'elle procure et pouvoir être écouté tout simplement au quotidien. Un message fort s'est dégagé de leurs interventions. La démocratie n'est jamais acquise et doit être défendue en permanence. Pour ces élèves, être informé ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir agir et prendre part à la vie publique. Les prochaines générations, c'est nous. Et je pense que grâce, comme on l'a dit dans notre discours, grâce aux aînés et à leur expérience, on peut s'en servir justement et s'adapter avec les nouvelles technologies, par exemple, pour justement maintenir cette démocratie et l'adapter. Très impressionné par la qualité de leur discours, Alain Berset a salué l'engagement et l'assurance de ces jeunes, confiant qu'à leur âge, ils n'auraient pas été capables de prendre la parole avec autant d'aisance. Il a également partagé quelques expériences de ses récents déplacements, notamment en Ukraine, où il a évoqué le quotidien marqué par les alertes nocturnes et les infrastructures menacées, rappelant combien la défense des valeurs démocratiques reste essentielle aujourd'hui en Europe. La rencontre s'est ensuite poursuivie par un échange informel et une séance de questions-réponses, offrant ainsi aux élèves l'occasion d'interroger directement le secrétaire général, un dialogue intergénérationnel que les jeunes eux-mêmes appellent de leur vœu pour construire l'Europe de demain.
Enfin, dernier temps fort de la matinée, la traditionnelle conférence diplomatique organisée sur 2 jours par le département des Relations extérieures et de la coopération. Hasard du calendrier, elle se tenait au même moment que la venue du secrétaire général. Il en était donc l'invité d'honneur autour de la ministre Isabelle Béraud-Amadei et de l'ensemble du corps diplomatique monégasque accrédité à l'étranger. Quelles étaient les thématiques de cette édition 2026 ? Le résumé d'Alexandra Pani. La diplomatie monégasque rayonne à l'étranger par l'intermédiaire de son corps diplomatique, mené à ce jour par 17 ambassadeurs. Une fois par an, le département des Relations extérieures et de la coopération les réunit ici en principauté à l'occasion de la traditionnelle conférence diplomatique. L'objectif de ce rendez-vous est multiple, définir les priorités de la politique étrangère du gouvernement, mais aussi mettre en lumière les actualités des ambassades. Cette année, plusieurs ambassades célèbrent des anniversaires significatifs. Nous allons célébrer, nous avons déjà commencé d'ailleurs à célébrer le 150e anniversaire de la mission diplomatique de Monaco en Espagne. À cette occasion, on a orchestré un agenda d'événements, en majorité culturels évidemment. Monaco a quand même été pendant plus de 100 ans sous protectorat espagnol. Ça a laissé dans notre culture, dans notre architecture, des traces qu'on va aujourd'hui montrer justement tout au long de cette exposition. Et oui, donc c'est très agréable de pouvoir souligner ces liens très forts entre Monaco et l'Espagne. Outre-Atlantique également, l'on a débuté une année riche en célébrations du côté de Washington DC. Tout d'abord le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique et puis le 20e anniversaire de nos relations diplomatiques complètes, c'est-à-dire au niveau d'ambassadeurs entre Monaco et les États-Unis. Et puis d'un côté beaucoup plus symbolique, le 70e anniversaire du mariage de l'actrice américaine Grace Kelly avec le prince Rainier III. Le 28 avril, à la résidence de Monaco à Washington, nous allons signer un accord de protocole avec la commission d'America 250, qui est sous la direction de l'honorable Rosie Reyes. Donc le lieu pour cette signature n'est pas anodin parce que c'était la résidence du 29e président des États-Unis, le président Warren Harding, que son Altesse Sérénissime le prince Albert Ier avait eu l'occasion de rencontrer lors de sa visite aux États-Unis en 1913. Donc l'idée vraiment c'est de montrer, nous approchons cette année de 2026 non seulement comme une série d'événements, mais pour vraiment marquer que l'histoire de Monaco fait partie de l'histoire américaine. Cette réunion annuelle offre également la possibilité aux ambassadeurs monégasques de dialoguer avec différents intervenants invités. Cette année, plusieurs thématiques étaient abordées, dont la sécurité, l'attractivité et la lutte contre le blanchiment. La conférence diplomatique coïncidait également avec la venue en principauté du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Alain Berset a pu échanger avec les ambassadeurs sur les questions liées à cette organisation. Allez, tout autre chose. En parallèle, ce matin, une belle action pour la planète était de retour, portée par le prince Albert II et une 50aine d'élèves de Monaco et de Beausoleil. L'Olympian Clean-up, la marche de ramassage des déchets organisée cette année entre la place du Palais et le stade du Devins. Une 5e édition placée sous le signe, bien sûr, du respect de l'environnement et des valeurs olympiques. Léa Dutrouille et Jean-Alexandre Dordet ont marché eux aussi. Petits et grands ont troqué les sacs de sport contre des sacs poubelles. Même le prince Albert II de Monaco s'est joint à cette marche, pas comme les autres, avec pour objectif de nettoyer la nature sur leur passage, et ce, dans la bonne humeur. On va être vraiment focus sur les cigarettes, les mégots. Donc on a des seaux exprès mégots, spécial mégots pour identifier tous les mégots qu'on va collecter sur le chemin. Après on ne trouvera pas de gros déchets sur la route, mais on a des sacs jaunes pour les emballages, des sacs blancs pour les ordures ménagères et un petit sac pour le verre au cas où on trouverait du verre. Toute la matinée, ces bénévoles vont arpenter les sentiers à la recherche du moindre déchet. Mais au-delà du ramassage, c'est aussi tout un symbole inculqué aux élèves, celui des valeurs olympiques. L'association monégasque des athlètes olympiques, c'est surtout des interventions avec les enfants. Donc c'est vu que c'est une valeur olympique, le respect de l'environnement, donc ça nous a semblé vraiment normal de le faire. Ici, le message est clair, préserver la planète s'apprend dès le plus jeune âge pour une meilleure transmission. Je retransmets en fait tout ce que j'ai appris durant ma carrière, durant mon enfance, et je trouve que c'est important d'inculquer à la jeune génération tout ce qu'il y a de bien à faire pour notre planète. J'ai ramassé 3 mégots pour l'instant. Et pourquoi tu veux participer aujourd'hui ? Parce que je trouve c'est bien pour l'environnement et pour la ville de Monaco. Tout le monde doit faire un geste pour l'environnement.
Des valeurs incarnées par ces jeunes marcheurs devenus le temps d'une journée acteurs du changement avec un objectif commun, laisser derrière eux une nature plus propre que celle qu'ils ont trouvée. Une rencontre littéraire à présent. Charlotte Casiraghi était à la médiathèque Caroline mercredi. Elle y a présenté son dernier ouvrage, La Fêlure. L'occasion surtout de rencontrer ses lecteurs et d'échanger avec eux. Fabien Bonilla et Arnaud Imbert étaient présents. Charlotte Casiraghi a présenté son livre lors d'une rencontre dédicace en présence dans le public de sa mère et de sa sœur. Cet ouvrage est une enquête littéraire et philosophique sur la notion de fêlure. Ce n'est ni un roman ni une autobiographie. Il faut le voir comme une traversée, une série de variations sur un même thème. Dans La Fêlure, Charlotte Casiraghi propose une réflexion sur les fragilités humaines à travers des références littéraires, des exemples de vie marqués par des épreuves. 16 auteurs servent de référence dans ce livre, de Francis Scott Fitzgerald à Colette en passant par Marguerite Duras, le navigateur Bernard Moitessier ou encore le chanteur Gigi Cole. Elle montre que nos failles intérieures, loin de nous détruire, peuvent aussi nous définir et nous permettre de nous reconstruire. La fêlure porte toujours en elle la menace de l'effondrement, mais elle est aussi l'occasion d'inventer une manière de faire avec, de continuer à marcher, même si quelque chose nous entrave un petit peu. Donc elle est à la fois tragique et en même temps tournée vers la créativité. L'écriture est souvent un processus solitaire et bien pendant un peu plus d'une heure, Charlotte Casiraghi a présenté son ouvrage et a répondu aux questions face à ses lecteurs. Il y a toujours quelque chose qu'on n'attend pas et je crois que c'est ça qui me plaît dans le fait de faire une rencontre. Et même si évidemment il y a une émotion de présenter mon livre à Monaco, j'ai voulu que ce livre en tout cas puisse quand même toucher un public un peu plus large qu'un public qui irait que vers un essai de philosophie peut-être plus conceptuel, plus abstrait. Donc j'ai eu pendant l'écriture le souci que cela puisse rencontrer peut-être des lecteurs différents et qui seraient peut-être tentés d'entrer dans le livre parce que le sujet et l'approche est un peu original. Après la conférence, une séance de dédicace a été organisée. Vous pouvez vous procurer ce livre de près de 400 pages, La Fêlure, aux éditions Julliard. Quelques mois après leur stage sur l'escorte protocolaire, le peloton motocycliste des Carabiniers du Prince était de retour à Paris pour un nouveau stage aux côtés de leurs collègues français de la garde républicaine. Cette fois-ci, il est question de 3 jours de travail autour de ce qu'on appelle le carrousel mixte. Nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry les ont suivis sur place. Regardez. Cela faisait 10 ans que les deux unités sœurs n'avaient pas composé ensemble un carrousel mixte. Le lieutenant Sébastien supervise ces quelques jours de travail. Ce qu'on nomme carrousel, c'est un enchaînement de plusieurs figures à moto, donc qui découlent des carousels de cavalerie qui existaient en cavalerie. Et donc on a remis ça à notre façon, version moto, avec beaucoup de techniques de pilotage qui demandent beaucoup de dextérité. Pour des raisons logistiques, la garde républicaine prête ses équipements aux carabiniers, des motos de pointe identiques à celles utilisées en principauté. Au sein de la caserne de Roze à Duny, en région parisienne, gardes comme carabiniers répètent et analysent les passages effectués via des outils numériques. Un travail en salle nécessaire pour parvenir à la perfection, un souci du détail à la hauteur des deux entités. Mais depuis le dernier carrousel réalisé en public, la composition des unités a bien changé. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils pratiquent l'exercice. Le but, c'est de les adapter progressivement. Donc pour les adapter progressivement, il faut déjà leur apprendre ce qu'on appelle le texte. Donc c'est les figures, il faut qu'ils les assimilent. Donc dans un premier temps à pied et dans un deuxième temps à vélo. L'apprentissage a donc été mené en principauté avec des monabikes au sein de l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Un exercice complexe pour une raison bien précise. Ce qui est difficile, c'est ces carrousels mixtes à distance, parce que nous, on travaille sur Monaco et la garde travaille, eux, sur Paris. Ils ne sont donc pas ensemble pour répéter les figures et les enchaînements. Et pour les derniers arrivés, les anciens sont ici un point de repère. Depuis 2012, j'ai eu la chance de participer au premier carrousel mixte sur Monaco. Maintenant, je mets ce que je connais et je partage auprès de mes camarades mes techniques moto. Un partage apprécié, partie intégrante des valeurs des unités sœurs.
C'est des frères pour moi. Moi, j'arrive à m'inclure aussi avec eux. Ils m'aident beaucoup. Et moi, c'est vraiment ma première expérience. Donc, c'est rassurant aussi d'avoir des plus anciens devant et de pouvoir s'imprégner d'eux. Cette histoire entre l'escadron motocycliste de la garde républicaine et le peloton motocycliste des Carabiniers du Prince s'écrit depuis de nombreuses années. Ça a commencé, pour tout vous dire, en 2009. 2009, il y a le prologue Tour de France sur la Principauté, donc une étape Monaco-Monaco. Donc comme nous escortons le Tour de France sur le parcours de A à Z, on est amené à travailler avec les Carabiniers du Prince. Et à cette occasion-là, germe l'idée, finalement, entre deux unités d'élite, de créer, en tout cas de se rapprocher, et l'idée de faire un carrousel. Le hasard faisant bien les choses, les deux unités ont été créées la même année, en 1952. Pour fêter les 60 ans, ce premier carrousel mixte verra le jour devant le Souverain, place du Palais en 2012. Mais en 2016, après plusieurs réalisations, la collaboration prendra fin avant de reprendre en 2024 avec à nouveau le Tour de France en arrière-plan, mais aussi la signature d'un protocole. Mais pourquoi s'entraînent-ils ? Ont-ils l'intention d'organiser de nouvelles réalisations en public ? Ont-ils en tête les 75 ans des unités en 2027 ? Le commandant Karim Alioui laisse la porte ouverte. On en parle pas mal avec le capitaine Raymond qui dirige le peloton motocycliste des Carabiniers du Prince. Ça se prépare et donc pour le préparer, il faut s'entraîner. Comme chaque jour, retournons du côté du Monte Carlo Country Club, retrouver Frédéric et Lyon. Les 3 meilleurs joueurs du monde étaient sur les cours aujourd'hui, Frédéric. Oui, effectivement, Théo, et on a d'ailleurs assisté à des scénarios assez similaires pour les numéros 1 et 2 mondiaux, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. C'est l'Italien qui était le premier sur les cours et qui, événement, a enfin perdu un set en Masters 1000 après 37 sets remportés consécutivement. Il en a enfin cédé un. C'était face à Mahac, donc aujourd'hui le Tchèque, mais au final l'Italien a réussi à se ressaisir dans le 3e set pour l'emporter après un peu plus de 2h05 de combat. Et puis même scénario pour Carlos Alcaraz qui a été expéditif dans la première manche, remporté en 26 minutes face à l'Argentin Etcheverry avant de se dérégler un petit peu et de laisser l'Argentin revenir dans la rencontre. Mais là aussi, c'est la force des grands joueurs. Alcaraz a réussi à serrer le jeu dans les moments importants pour l'emporter en 3-7. Parmi les autres résultats marquants de la journée, ça passe aussi pour la tête de série numéro 3 du tableau, Alexander Zverev. Et puis c'était aussi la journée des premières avec la victoire du jeune Brésilien João Fonseca, 19 ans, qui se qualifie pour la première fois de sa carrière sur un quart de finale en Masters 1000. Ça passe aussi pour Félix Auger-Aliassime. Mais encore une fois, avec la programmation un petit peu tardive, on va devoir attendre un peu plus loin dans la soirée pour avoir le résultat de Valentin Vachereau face à Hubert Hurkacz. Merci beaucoup Frédéric pour ce bref résumé du jour au Rolex Monte Carlo Masters. Et passons maintenant au basket. La Roca Team recevait l'Asvel hier pour la 36e journée d'Euroleague. Une rencontre remportée haut la main par les Monégasques, 81-76, et qui leur permet de se rapprocher un peu plus des playoffs. Le résumé de la soirée est signé Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Dans une rencontre sous tension, où l'issue du match se sera décidée dans les derniers instants, la Roca Team a fait preuve une nouvelle fois d'abnégation pour se sortir du piège face à l'Asvel. Malgré une bonne entame de match où les Monégasques ont rapidement fait la course en tête, grâce notamment au retour de Mike James sur le parquet, ils n'ont jamais vraiment réussi à tuer les espoirs de l'Asvel qui a réussi à recoller à 2 petits points à 1 minute de la fin, avant un incroyable step back à 3 points de Eli Okobo, auteur encore d'un match XXL hier avec 16 points, 10 rebonds et 8 passes. Un match c'est 40 minutes, nous on a un peu galéré sous la fin, on les a laissés revenir, ils ont fait une bonne performance mais comme je l'ai dit le match c'est 40 minutes et à la fin la balance a penché de notre côté. J'ai envie de dire c'est un peu plus facile de jouer dos au mur un peu pour tout le monde puisqu'on n'a plus rien à perdre entre guillemets, on sait que c'est maintenant ou jamais. Du coup nous on a des joueurs qui ont énormément de talent donc quand il faut tout mettre pour y aller on fait le nécessaire. On ne va jamais rien lâcher puisque nous on a un objectif, c'est aller jusqu'au bout, donc on va tout donner tant que ça sera possible. Comme souvent ces derniers temps, les Monégasques ont prouvé qu'ils sont capables de jouer leur meilleur basket lorsqu'ils sont dos au mur. Actuellement 8e à 2 journées de la fin, la Roca Team devra impérativement s'imposer face à Barcelone vendredi pour s'assurer une qualification au play-in de l'Euroleague. Et puis en football, demain soir, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l'AS Monaco FC se déplacera dans la capitale française pour affronter le Paris FC. Une dernière ligne droite que les Monégasques peuvent attaquer en confiance. Eux qui restent sur 10 matchs sans défaite en championnat. Sébastien Pocognoli et Denis Zakaria sont revenus en conférence de presse sur la bonne dynamique du club et les enjeux de cette fin de saison. Écoutez-les. On n'a pas plus notre destin en main que Rennes, que Lyon, que Lille,
que Strasbourg et que Marseille. Donc voilà, il va falloir bien gérer cet aspect-là. Maintenant, on est toujours dans un mode où on peut rattraper des points sur le premier tour avec cette confrontation perdue contre le PFC à domicile qui a été aussi le début d'une période un peu plus difficile pour nous. Donc on a envie aussi de rétablir ça. Maintenant, on sait où on va aller. On sait que c'est une équipe qui, si elle prend des points, va vite se sauver et qui n'a plus concédé une défaite depuis quand même assez longtemps, avec un coach qui a des structures de jeu très claires et très solides. Donc voilà, il va falloir être vraiment armé pour faire face à ce genre de situation à l'extérieur. Donc ce ne sera pas un match facile. Peur, non. Mais il va falloir continuer à élever notre niveau de jeu, peut-être encore plus que le dernier match, surtout la première mi-temps contre Marseille, pour pouvoir continuer à faire cette belle série. Voilà, l'équipe sait que voilà, c'est une saison assez particulière. Elle a été très dure. Et voilà, je pense qu'on a réussi à redresser la barre, mais c'est pas fini, il nous reste encore 6 matchs. Ce sera à nous d'être encore performants dans ces 6 derniers matchs, de donner le meilleur de nous-mêmes et d'être le plus haut possible à la fin. Voilà pour toute l'actualité monégasque de ce jeudi 9 avril, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, les prévisions météo de Christine Petit-Homel, suivies des experts du tennis qui reviendront plus en longueur sur les performances du jour au Rolex Monte Carlo Masters. Juste après, Yann-Anthony Noguès rencontre Jean-Philippe Muller, directeur général de l'IUM. Dès demain, vous retrouverez Émilie Rousseau pour vos JT du week-end. Je vous laisse sur un retour en images de l'Olympian Clean-Up de ce matin, place du Palais, vu par notre photographe Stéphane Dana. Passez une très belle soirée et un bon week-end. À bientôt. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, le beau temps s'installe sur l'ensemble de la principauté. Le ciel restera largement dégagé du matin jusqu'au soir, avec seulement quelques passages nuageux sans conséquence. Côté température, elles seront comprises entre 12 degrés au petit matin et 18 degrés au meilleur moment de l'après-midi. Et puis sinon demain, nous fêterons les Fulbert. Alors ce prénom assez rare aujourd'hui vient du germanique et signifie très brillant. Saint Fulbert fut un évêque de Chartres au VIe siècle, connu pour son savoir et pour avoir contribué au développement de l'école de la cathédrale, l'un des grands centres intellectuels de son époque.